Bonjour, c'est avec grand plaisir aujourd'hui que l'on vous retrouve pour un nouveau webinaire, hein, qui fait suite un petit peu à toute la série que nous avons fait pendant le confinement et que nous allons aussi continuer à faire un petit peu au rythme moins soutenu que les 2 mois derniers, mais pourquoi pas un ou deux par mois, voilà, sur des sujets, sur des sujets. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est la réalité virtuelle à portée de clic, hein, comme le titre l'indique, et je suis donc accompagné de Oda et Patrick, hein, de la société Bonjour. Spidernet. Bonjour. Qui se présenteront ensuite, après. Hein, et je suis également accompagné avec Laurence Mac et Hugo Juano, vos correspondants commerciaux sur les différentes régions. Alors juste, moi, j'ai juste envie de donner quelques petites instructions. Sur la plateforme, vous avez 3 petits boutons. Vous avez Q et R, vous avez lever la main et vous avez également converser. Alors, ces 3 petits boutons, en fait, converser vous offre une petite fenêtre qui permet de chatter. Hein, et là, vous avez envoyé le message A, et là, vous pouvez choisir soit les conférenciers, soit les participants, ou les deux. Voilà, donc, n'hésitez pas, vous pouvez écrire sur ce petit chat, hein, je le suivrai. Vous avez ensuite questions-réponses. Ce question-réponse, si vous voulez, on va essayer de le réserver. On va essayer de le réserver aux questions que vous pourriez avoir, hein, sur la présentation, hein, sur des questions diverses et variées à ce sujet-là. Ce qu'on fera, c'est que je regarderai les questions un petit peu au fur et à mesure, et puis je proposerai peut-être j'interromprai Oda, hein, si la question est dans la discussion, si la question est moins dans la discussion, sur d'autres choses, enfin, voilà, sur de la compatibilité ou n'importe quoi, enfin, je ne sais pas quoi. Hein, on essaiera de faire après un tour de toutes les questions et les réponses. Voilà. Donc, et lever la main, pourquoi pas, après, en fin de webinaire, si vous voulez qu'on ait un petit partage en audio, ensemble. Euh, ensemble. Alors, en même temps, vous faire un remix sur le chat. Donc, si vous voulez faire un petit audio ensemble tout à l'heure, à la fin, sur du partage de questions également, c'est tout à fait possible. Voilà. Alors, il y en a qui me disent je ne peux pas suivre en direct. Est-ce que le webinaire sera enregistré? Oui, bien sûr, le webinaire est enregistré. Il sera disponible, je pense, dans l'après-midi, voire demain, sur notre chaîne YouTube. Hein, donc, n'hésitez pas, sur Google, ERM Automatisme YouTube, vous vous abonnez, vous aurez une petite notification comme quoi la vidéo est en ligne. Je pense avoir fait un petit peu le tour. Moi, je ne me suis pas présenté, mais je suis Frédéric Grelier de la société ERM, le responsable marketing. Hein, et je suis très heureux d'organiser ce nouveau webinaire avec Spidernet, avec Oda et Patrick, ici présent. Voilà. Allez, je vous laisse la parole, Oda, Patrick. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, nous sommes aussi également très heureux de participer à ce webinaire organisé par ERM dans le cadre de nos logiques de travail communes. Et l'idée, c'est de pouvoir vous présenter aujourd'hui une solution, enfin notre solution, qui s'intitule et qui s'appelle Spidernet Sphere, dans le cadre justement d'approche immersive. Donc, comme vous l'avez vu, le titre de la diapo s'intitule « La réalité virtuelle à portée de clic » et j'expliquerai bien évidemment ça plus largement tout à l'heure. Donc, Oda, qui est au service Customer Success à notre niveau, et puis moi-même, qui est directeur associé de Spidernet, allons vous accompagner sur ce webinaire, sur les différents sujets que nous allons aborder pendant toute cette présentation. La partie Immersive Learning, en fait, c'est quelque chose qui s'est accéléré ces dernières années, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une approche à part entière en termes de possibilités de contenu qui va permettre de la simulation interactive dans un monde artificiel, puisqu'on parle de réalité virtuelle, créée numériquement, selon certains codes que nous pourrons voir également. Nous allons pouvoir utiliser bien évidemment indifféremment les ressources produites à distance ou en présentiel, puisqu'on parle bien sûr de contenu distanciel, mais également de présentiel augmenté. Ces technologies-là et ces contenus-là ont une particularité pour l'apprenant, c'est qu'ils sont davantage ludiques, engageants et motivants, et sur un plan pédagogique, parce que pour le coup, c'est cette approche-là qui nous intéresse plus fortement,
c'est une assimilation plus rapide et plus durable de ce qui est vu lors de la formation. Donc, dans ce cadre-là, bien évidemment, nous qui venons du monde de la pédagogie et des contenus digitaux, bien évidemment que c'est une formalité, une modalité que nous allions nécessairement prendre, assimiler et logiquement utiliser dans le cadre de la création. Cette fois-ci, je vais aller sur la slide suivante qui va nous présenter la mise en contexte de la solution. Donc, en fait, SpeedRNet Sphere est une solution à part entière qui s'inscrit dans un mouvement particulier, c'est-à-dire on a eu pendant des années et des années un contexte qui faisait qu'on avait des gros simulateurs en VR. C'est quelque chose qui existe depuis des années. Et puis, est arrivé et sont arrivées certaines technologies, certains périphériques qui permettent d'aller plus largement, d'ouvrir ces sujets-là au plus grand nombre. C'est dans ce cadre-là qu'on va voir la partie démocratisation des solutions, puisque finalement, on parlait de la portée de l'utilisation à portée de clic pour tout le monde. Alors bien évidemment, cette portée de clic, c'est quoi? C'est que justement, on soit capable de démocratiser pour que n'importe quel concepteur, personne ayant la connaissance, puisse prendre en main un outil et produire sa propre ressource immersive. Donc, bien sûr que les choses les plus lourdes vont être directement faites par des studios, des experts métiers, des gens qui vont aller très très loin. Mais par contre, comme on a des besoins aujourd'hui d'industrialisation, de massification, il y a toute une part du contexte immersif qui va être pris en compte par les entreprises, par les équipes enseignantes, etc. Donc, on est dans des logiques justement de fournir un outil qui soit simple d'utilisation, qui ait une scénarisation puissante parce que au-delà d'une visite virtuelle simple, ce qu'il va falloir mettre en place, c'est vraiment des scénarios qui puissent se jouer à peu près sur tout environnement, et on le verra tout à l'heure, et qui ait tout un aspect créatif qui fasse qu'on ne soit pas dépendant nécessairement de graphistes, de gens qui font de la captation, etc. Donc d'avoir finalement un mini studio pour créer ses propres ressources. Alors, si on parle de démocratisation, on est obligé aussi de parler de démocratisation de la diffusion parce que quand on parle VR, automatiquement, on voit des casques lourds, des casques légers, etc. Alors moi, je mettrais ça dans un contexte un peu plus large, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on a le 360 degrés qui va jouer sur des PC, des tablettes mobiles et des casques VR qui sont des casques VR lourds comme du HTC Vive, de l'Oculus Rift et de plus en plus des casques légers qui sont issus de certains constructeurs et qui permettent de la mobilité et un casque qui va directement s'adapter à une personne dans un environnement mobile. Donc, tout cet écosystème a beaucoup bougé en plusieurs années. Il y a une grosse concurrence, les technologies avancent très très vite. Nous, ce qui nous paraissait fondamental, c'est d'avoir une même ressource qui puisse se jouer sur tous les environnements. Et c'est ce en quoi Sphere on a travaillé avec pour avoir une diffusion multi-device. Au niveau traçabilité, j'en parlerai peut-être un peu plus tard, plus longuement, mais il s'agit de pouvoir permettre à une personne qui crée une ressource de pouvoir la déployer facilement sur un environnement qui serait sa plateforme LMS, Learning Management System, un serveur web ou des solutions de diffusion qui peuvent être les nôtres ou d'autres, bien évidemment, parce que là aussi, on s'inscrit dans qu'est-ce qui existe et ne pas rajouter forcément des multitudes de plateformes pour rester simple. Alors, quel contenu, quel métier? Je vais peut-être à ce niveau-là vous présenter, passer la main à Oda, qui va pouvoir vous donner quelques exemples vraiment d'immersion et pour vous montrer un petit peu quels sont les usages possibles. Alors, je vais commencer par la première expérience, qui est une expérience de Eurovia Vinci. En fait, le sujet principal, c'était la prévention et la sécurité, qui était basée sur les photos 360. Je vais vous montrer, c'est une vidéo qu'on a enregistrée à partir de l'expérience pour vous montrer à quoi se ressemble en fait cette expérience-là. En fait, l'apprenant, on va voir ensemble, là, je vais le mettre en plein écran et je reviens en arrière pour vous montrer. Voilà. Comme vous voyez ici, c'est une photo 360. En fait, ici, on avait décidé que ce soit l'apprenant qui détecte les risques. Donc, les risques, les éléments sont invisibles. Et en trouvant à chaque fois les risques, on montre les bonnes pratiques et les mauvaises pratiques concernant de l'environnement de travail. Ça, c'est un exemple que je vous montre ici. Voilà, c'est par rapport à la prévention et à la sécurité au travail. Deuxième exemple que je vais vous montrer,
ici, c'est ICA, c'est l'Université Lyon qui ont fait cette expérience. C'est basé sur la photo 360 et la vidéo 2D. Et en fait, l'objectif de cette expérience, c'était le fait de sensibiliser les étudiants à l'hygiène et la sécurité dans cette salle de TP. Pour vous montrer, là, ici, voilà, si je lance l'expérience, voilà. En fait, comme vous voyez ici, on est dans la salle de TP. Ils ont prévu de faire cette expérience pour les étudiants parce qu'ils voulaient que les étudiants soient sensibilisés avant d'entrer dans les salles de TP par rapport à l'hygiène, la sécurité et l'utilisation des matériels dans cette salle. Du coup, comme vous voyez, il y a des photos, il y a des points d'intérêt que les étudiants doivent cliquer pour trouver l'utilisation de chaque objet. Il y a des vidéos 2D qui sont intégrées dans cette expérience-là pour montrer comment manipuler ces objets-là dans la salle de TP. Et du coup, vous voyez, il y a vraiment, vous pouvez voir comment utiliser les vidéos 2D dans votre expérience. Dans ce cadre-là, c'est un cas d'éducation universitaire. Comment préparer les étudiants et les sensibiliser pour utiliser les matériels dans leur environnement d'études, entre guillemets, on peut dire. Il y a ce cas-là, ça a été utilisé par d'autres universités aussi. Hein. C'était un cas qu'ils ont fait. En fait, ils ont construit ce type d'expérience avec l'obligation que les étudiants consultent le contenu sur leur tablette pour connaître mieux leur environnement avant d'entrer dans cette salle de TP. Alors, l'expérience suivante, c'est le cas de SNCF. Alors, pour vous expliquer, en fait, cette expérience-là, c'est fait dans l'objectif de prise de connaissance de danger. C'est basé sur une vidéo 360. Je vais vous montrer l'expérience. Alors là, je vais juste mettre en plein écran et je redémarre l'expérience. Voilà. Alors, ici, l'objectif, c'est que l'apprenant doit prendre connaissance des dangers qui sont autour de lui et interagir avec les points d'intérêt. Comme vous voyez, c'est une vidéo 360. Il y a des points d'intérêt sous forme des yeux qui peuvent clignoter, qui bougent pour attirer l'attention de l'apprenant. Et c'est comme ça qu'ils doivent détecter des dangers. Et comme vous voyez, il y a un tableau qui liste au fur et à mesure, à chaque fois quand on trouve un danger dans cet environnement. Je remets la vidéo en même temps que je vous explique. Et en même temps, vous voyez, il y a un menu au sol qui guide l'utilisateur où est-ce qu'il peut trouver les dangers dans cet environnement-là. Et il y a les informations qui s'affichent en cliquant sur ces points d'intérêt. Et je pense que je vous ai tout dit à peu près. Et vous voyez, voilà, c'est des vidéos 360 quand je vous ai expliqué tout au départ. J'essaie d'avancer un peu plus vite juste pour vous montrer les cas d'usage et ce que vous pouvez faire comment dire, avec Esper. Après, si vous avez des questions sur les cas d'usage, comment vous pouvez faire tout ça, vous posez vos questions, on va vous répondre. Mais j'essaie d'avancer un peu plus vite pour gagner du temps pour plus tard, si vous avez des questions, comme ça on pourra répondre à vos questions. Alors, l'expérience d'après, c'est un environnement 3D, c'est IFPEN. En fait, il s'agit d'une réalisation 3D pour le bureau d'études. Et là, en fait, ils ont utilisé un environnement 3D avec les éléments 3D qui étaient issus de logiciels 3ds Max. Et les formats de fichiers que vous pouvez utiliser dedans, c'est des formats GTF. Je lance la vidéo, comme ça vous parlera mieux. En regardant l'expérience, je remets au début, parce qu'on a arrêté le début. Alors, vous voyez, en fait, IFPEN développe avec plusieurs équipements constructeurs automobiles une boîte de vitesse pour un prochain véhicule hybride. Comme vous voyez, cette boîte de vitesse, vous avez un menu sur le mur, vous pouvez monter la vitesse
et descendre et voir le mouvement de cette boîte de vitesse. Vous avez la possibilité de vous déplacer dans l'environnement, aller voir de tous les aspects, en fait, cette boîte de vitesse. Je relance la vidéo. Vous voyez, en cliquant dessus, c'est le moteur, c'est la boîte de vitesse qui s'ouvre. Et en cliquant sur le plus sur le mur, vous pouvez ajuster la vitesse que vous voyez et voir les différents mouvements dans la pièce. Et en plus, vous avez la possibilité de vous déplacer dans l'environnement 3D et voir de tous les côtés ce qui se passe. Ce que je voulais surtout vous dire à propos de la partie 3D, c'est qu'en fait, vous pouvez intégrer des modèles 3D et des animations associées avec SolidWorks et créer un scénario et exploiter le modèle que vous souhaitez. Alors, la partie suivante. Là, jusque-là, je vous ai montré des expériences qui ont été réalisées avec Esper. Là, maintenant, je vais vous parler un petit peu comment créer ces expériences-là. On va voir l'outil vraiment rapidement, les parties principales de l'outil. On n'entre pas en détail, mais plus tard, à la fin, je vais vous donner des liens pour si vous avez envie de voir des articles, des tutoriels sur ce sujet, vous aurez l'accès à tout ça. Mais pour l'instant, on entre vraiment dans les parties principales. Alors, comment créer les expériences avec Esper? C'est facile, ça se résume en 3 étapes. Vous importez vos ressources 360 photos, vidéos. Vous enrichissez votre projet avec des différents types de médias. Ça peut être images, vidéos, son, éléments 3D, des triggers, des planches d'images. Vous avez vraiment une large variété de types de médias que vous pouvez utiliser. Et une fois que vous avez enrichi votre projet, vous avez juste à tester et exporter votre projet. Là, une fois que vous avez exporté votre projet, c'est à partir de là qu'on va parler, comme Patrick vous a parlé à propos de diffusion. Une fois exporté, vous pouvez diffuser votre projet soit sur les plateformes LMS, soit sur les serveurs pour avoir l'accès et visualiser les expériences. Alors, imaginons qu'on a déjà on a déjà importé les sources 360. Là, maintenant, on va ajouter les éléments, on va enrichir notre projet en ajoutant des éléments. Alors, comment ça se passe? Je vous ai déjà préparé des GIFs. On va voir ensemble. Vous voyez, ça, c'est l'interface de Esper, de l'outil. Une fois que vous avez ajouté les photos 360 ou vidéos 360, dans notre cas ici, c'est une photo 360, vous pouvez ajouter vos éléments. C'est très simple. Il y a un plus, vous voyez en haut à droite, vous cliquez dessus, une liste déroulante qui s'ouvre et vous choisissez le type de média que vous souhaitez et vous le glissez-déposez dans votre scène et vous positionnez comme vous souhaitez. Vous pouvez changer la taille de votre objet. Et puis, voilà, une fois ajouté, vous pouvez aller sur l'étape suivante. Vous voyez, là, je vous montre rapidement en fait comment on peut ajouter des éléments. C'est facile en glissant, déposant dans votre gestionnaire de médias, tout ça. Vous pouvez ajouter tout type de médias que vous le souhaitez. Une fois que vous avez ajouté votre média, je vous laisse juste voir cette partie-là. Et puis après, je vais passer à l'étape suivante. Voilà. Une fois que vous avez ajouté votre média et que vous avez défini les propriétés, vous allez donner l'implication. Alors, qu'est-ce que c'est une implication? L'implication, en fait, c'est quelque chose qui vous permet de créer de l'interaction avec vos objets. Imaginez. Je vous laisse regarder la vidéo. En même temps, je vous commente la vidéo. Comme ça, vous allez avoir la définition de l'implication. En fait, l'implication vous permet de créer l'interaction avec votre objet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous cliquez sur un objet, vous créez une interaction. C'est justement ici, dans cette partie-là, que vous définissez cette interaction-là. Ça peut être un clic, ça peut être un changement visuel de votre objet, ça peut être un changement de l'état de votre objet. Vous avez tout un tas de listes, en fait, pour faire ça. Là, dans cette vidéo-là, vous voyez, je clique sur l'image, je change de scène. C'est quelque chose que j'ai défini dans la fenêtre de l'implication. Il y a tout un tas d'autres choix. Hein. C'est juste, je vous montre le cas le plus facile. Une fois que vous avez défini votre implication, vous avez d'autres fonctionnalités à l'intérieur de Sphere. C'est gérer la temporalité des éléments. Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est un outil événement qui vous permet
de définir à tel moment, je veux que mon élément, mon objet soit visible ou invisible, que son animation se lance à tel moment ou qu'il fasse quelque chose. Du coup, vous avez la possibilité de jouer sur la timeline, afficher, cacher, lancer une interaction à tel moment précis en utilisant votre timeline, votre outil d'événement. Il y a différentes manières de faire, mais bon, on n'entre pas dans le détail. Vous aurez tous les tutos sur notre site. On va vous donner les liens plus tard. Alors, d'autres fonctionnalités, c'est la bibliothèque en ligne de Sphère, ce qui vous permet en fait d'accéder à tout un tas de panoramas, images. Après, vous aurez aussi l'accès au son et Mesh 3D. Tous ces éléments-là ont été faits dans notre studio. Du coup, au niveau de droit, c'est libre droit. Et vous pouvez facilement utiliser dans vos expériences. C'est facile. Vous filtrez les catégories. Vous choisissez les catégories que vous souhaitez. Vous sélectionnez vos objets. Vous les téléchargez. À partir de là, c'est disponible dans votre expérience. Vous utilisez autant de fois que vous souhaitez dans autant d'expériences que vous créez. Il n'y a pas de limite là-dessus. Une fois après, là, autre fonctionnalité que je vais vous en parler et qui est bien important aussi pour quand vous créez des expériences en masse, dans le sens qu'en fait, vous industrialisez vos expériences, c'est l'histoire de productivité avec Esper, c'est qu'en fait, on a implanté un système à l'intérieur de Esper qui vous permet d'importer et exporter tout type d'éléments que vous avez déjà utilisé dans votre expérience, vous importez sous forme d'un système interactif. Ça veut dire qu'il va garder en mémoire toutes les propriétés de votre élément, toutes les implications que vous avez déjà créées, toutes les animations que vous avez déjà créées pour votre expérience, pour votre objet, pardon. Vous les exportez et puis après, derrière, vous pouvez les importer dans d'autres projets, dans d'autres expériences, en gardant tout ce que je viens de vous dire. Je veux dire, les animations, les propriétés, les implications, tout ça s'enregistre à l'intérieur. Vous pouvez les réutiliser telles quelles dans d'autres expériences, ce qui fait vraiment un vrai gain de temps pour la suite. Voilà, ça, vous voyez, en fait, dans cette vidéo-là, je vous ai montré comment on peut faire exporter et importer votre système interactif. Voilà. Alors, si on parle un petit peu de l'installation, déploiement, diffusion du logiciel, c'est qu'en fait, une fois que vous téléchargez Sphère sur votre PC, le système qu'on a prévu, c'est avoir une licence par l'utilisateur et derrière, vous pouvez créer autant d'expériences immersives que vous souhaitez. Il n'y a aucune limite là-dessus. Et puis, quand vous créez, en fait, les 3 étapes que je vous ai dit, mettre votre panorama 360, enregistrer votre projet, exporter votre projet. Une fois que vous avez exporté votre projet, en fait, lors de l'export, vous pouvez décider est-ce que vous avez besoin d'un package SCORM. Alors, qu'est-ce que c'est le package SCORM? En fait, c'est une norme qui est utilisée sur les plateformes LMS. LMS, c'est Learning Management System, qui permet d'avoir un tracking sur votre expérience pour les utilisateurs. Soit vous partez sur ce parcours-là pour utiliser votre expérience sur la plateforme LMS, ou non, vous n'avez pas de plateforme, donc il n'y a pas de souci, vous aurez besoin d'un serveur. Vous exportez votre expérience sous forme d'un package HTML5 et vous mettez votre expérience sur le serveur et à ce moment-là, vous pouvez diffuser en massivement en fait votre expérience auprès de vos utilisateurs sans limite pour consulter les expériences. Donc, une fois que c'est en ligne, peu importe combien d'utilisateurs vous avez, peu importe combien de fois vous consultez votre expérience, c'est à disposition en ligne. Voilà. Est-ce que, Patrick, tu veux ajouter quelque chose par rapport à l'hébergement Alors, par rapport à Vous pouvez
héberger sur vos propres plateformes. On l'a dit, en illimité les ressources que vous créez pour tout environnement, hein, quel que soit le device de sortie et même s'ils sont multiples. Vous pouvez le mettre en place sur un serveur. Là, vous n'aurez pas de tracking, donc de suivi de l'activité de l'apprenant, mais vous pouvez bien sûr diffuser ainsi. Et puis, on a certaines entreprises ou clients qui nous ont demandé également des solutions d'hébergement. Donc là, on est en train de travailler sur ces questions-là pour apporter aussi une troisième type de solution qui serait de diffuser dans un autre cadre via une plateforme dédiée, des solutions dédiées ou mutualisées d'ailleurs. Donc ça, on l'a pas inscrit sur cette slide pour l'instant parce que c'est encore en mode, on va dire, roadmap, mais c'est quelque chose qui va certainement arriver très vite et probablement, logiquement, entre septembre et octobre sur les premières implémentations. Donc voilà, sur cette partie-là. Maintenant, on va passer peut-être sur un troisième axe qui est de faire un petit focus sur la partie 3D que Oda a déjà un peu abordé par un exemple très rapidement, mais on va essayer de l'intégrer un peu plus largement dans une vision globale et vous évoquez la problématique et pourquoi on a été sur de la 3D rapidement en fait au niveau de l'outil. En parallèle des médias photo-vidéo. Vous avez en tête le schéma qu'a évoqué tout à l'heure Oda, c'est-à-dire nous allons avoir d'abord une phase d'import des ressources, puis une phase d'enrichissement. Dans cet enrichissement, il y a un enrichissement média, mais un enrichissement également scénaristique, hein, bien évidemment. C'est là où se crée le scénario. Et puis, il y a le déploiement. Si on revient sur la première phase, c'est-à-dire l'import des données, les données aujourd'hui, si c'est de la photo, de la vidéo, soit ça vient de quelque chose qui a été capté par les gens sur le terrain avec des caméras, des choses qui sont aujourd'hui très abordables en termes de périphériques, soit c'est quelque chose qui est issu de nos propres bibliothèques que les gens, bien évidemment, peuvent utiliser. Et puis, il y a un troisième flux. On va revenir un petit peu sur la 3D. Les flux 3D, en fait, Sphere est déjà à la base un moteur 3D. Donc, il a été dans sa phase même de conception en 2014, sur toutes les phases de R&D pendant 3 ans, bâti autour d'un moteur 3D qui était présent. Et bien évidemment, l'un des objets principaux et un des points forts de Sphere, c'est pouvoir aussi d'intégrer de la 3D et de pouvoir faire des choses en 3D en animation. Les flux 3D sont assez complexes, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir des outils tierces sur lesquels vous allez pouvoir travailler, c'est-à-dire, on a évoqué SolidWorks donc de chez Dassault Systèmes. Avec SolidWorks, on a un partenariat depuis 2-3 ans déjà qui nous ont permis de travailler certains types de flux. On va travailler avec des outils 3ds Max qui sont des outils plus graphistes aujourd'hui et des outils très, très, très massifiés. Et puis, on va aller vers le BIM avec des éléments comme Revit d'Autodesk qui sont aussi très présents sur le marché. Donc, en fait, tout ça, ça a un seul point commun pour nous, c'est qu'on va aborder ça via un format qui est le GLTF. En fait, la plupart de ces outils-là ont aujourd'hui un exportateur ou un flux possible d'export en GLTF. Et GLTF est un format de compression et de standardisation 3D extrêmement puissant, extrêmement prometteur, qui va devenir le JPEG de la 3D, en fait, hein. Donc, c'est pour ça qu'on l'utilise fortement, parce qu'il est parfaitement adapté au web, parce qu'il compresse parfaitement des flux assez importants. Et puis, par ailleurs, il permet d'aller en optimisation et en rendu vers des choses très, 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 très positives. Donc, sur le flux GLTF, on a ce partenariat SolidWorks qui a été mis en place et qui nous permet, via des outils comme SolidWorks, directement d'importer dans Sphere des éléments issus du bureau d'études. Et puis, le GLTF, pour des outils comme Revit, par exemple, on va pouvoir intégrer, nous, des ensembles déjà assez significatifs. Mais par contre, sur des très grands ensembles qui sont des chantiers monstrueux avec des couches et des surcouches, là, on a des travaux qui sont effectués avec des labos comme le LIRIS sur justement la possibilité d'optimiser ces grands ensembles. Donc voilà un petit peu le contexte 3D. Maintenant, si on se projette, là on va vous présenter quelques expériences. L'idée, c'est finalement le besoin, il est où? C'est-à-dire qu'en fait, le besoin aujourd'hui, dans les bureaux d'études d'entreprise ou ailleurs, on a souvent des choses qui existent en 3D, sauf que les différents services sont assez compartimentés. L'idée, c'est de pouvoir travailler sur la base d'un service et de pouvoir récupérer du bureau d'études ou de la conception des éléments et d'ensuite pouvoir les injecter dans Sphere pour pouvoir les scénariser. Donc là, typiquement, le premier exemple, c'est celui d'Air France, qui est destiné au personnel navigant. L'objectif, c'était dans une phase, alors ils n'avaient pas réussi à obtenir par rapport à Airbus les plans d'un Airbus 320. Là, l'idée, ça a été de le modéliser, mais en partie de manière assez maligne pour que la modélisation ne soit pas trop importante. Et ensuite, il y a plein de process qu'ils ont fait, intégrés, eux, dans des logiques locales, c'est-à-dire, là, en l'occurrence, il s'agit de régler
un problème dans les toilettes de vannes qui posent problème souvent et donc sur lesquels il y a un process. Donc là, on est vraiment dans des logiques de process et là, ben, vous voyez la vidéo qui vous présente les choses qui peuvent être faites. Donc ça, on va pouvoir le visualiser soit dans un modèle 360 photo-vidéo 3D sur PC smartphone, soit avec des casques de réalité virtuelle mobile aujourd'hui. Voilà, là on vous montre un petit peu l'animation. On a différentes phases. Tout ce qui est fait là est fait avec la souris ou directement les manettes du casque. Par contre, on travaille sur des projets déjà qui vont intégrer l'haptique, c'est-à-dire le fait de pouvoir prendre un objet et le déplacer. Voilà pour cet exemple Air France. Donc eux, ils ont des multitudes de process à mener. Donc c'est pour ça que l'outil était important pour eux parce que ça permet d'industrialiser tout ça. Voilà, on libère les espaces. Et puis, on va pouvoir arriver vers cette manipulation qui va permettre de remédier aux problèmes techniques. Voilà. Pour cet exemple-là, on va vous en présenter un deuxième rapidement. Il s'agit de l'IFPEN, qui est l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. Ils ont une pompe vraiment qui est issue du bureau d'études, enfin qui sont des éléments photos. Ils ont pu les modéliser et voilà ce que ça peut rendre. Alors, ce qui est important, c'est de voir que c'est des choses qui sont assez lourdes, sur lesquelles on peut processiser, créer des animations au sein de Sphère, mais on est sur des choses qui sont absolument diffusables en mode mobile et via le web. Donc, c'est des technologies aujourd'hui qui nous permettent de diffuser massivement de la 3D sur du web. Donc, c'est là où il y a quelque chose qui touche à ce qu'on parlait tout à l'heure de démocratisation, c'est-à-dire que la 3D arrive un peu partout et des technologies comme le WebXR et certains outils vont permettre de mettre ça justement au service de services formation, commerciaux, marketing, pour pouvoir proposer leurs propres ressources, créer des showrooms, etc. Et donc là, on est dans une logique de pompe qui va permettre ensuite de créer un certain nombre de process. Là, vous avez la donnée brute avec bien sûr pas les animations, c'était pour vous montrer comment un environnement de type VR pouvait importer et intégrer des modélisations extrêmement lourdes et dans des rendus extrêmement réalistes. Voilà pour cette partie IFPEN. Je repasse peut-être la main à Oda pour cette partie-là et puis on s'ouvrira bien sûr à vos questions. Oui. Alors, cette partie-là, j'ai vu dans les questions, en fait, il y avait Voilà. quelqu'un qui avait justement posé cette question-là par rapport à la version d'essai du logiciel. Effectivement, vous pouvez télécharger la version d'essai via ce lien-là. Je vais vous envoyer les liens sur le chat à la fin, une fois qu'on a parti cette partie-là. Et si vous téléchargez jusqu'à fin juin, vous pouvez bénéficier de code promo qu'on a prévu pendant cette période-là qui est valable jusqu'à fin juin. Et vous aurez l'accès à toutes les fonctionnalités de ça. Alors, je précise, la version d'essai, il a déjà toutes les fonctionnalités de sa version du logiciel. Et puis, la seule chose, si ça passe après 30 juin, la seule différence de la version d'essai avec les versions d'autres versions, c'est qu'en fait, vous n'aurez pas la possibilité d'exporter vos expériences, mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas visualiser vos expériences parce qu'on a un moyen, on a intégré un moyen à l'intérieur du logiciel, c'est un viewer intégré en fait qui vous permet de visualiser vos expériences. Vous n'aurez pas la possibilité de mettre en ligne votre expérience, mais vous pouvez visualiser tout ce que vous avez construit dans votre expérience. Du coup, ne vous inquiétez pas. De toute façon, vous avez tout à votre disposition. C'est juste que vous pouvez pas mettre en ligne votre expérience. Voilà. Donc, je vous enverrai ce lien à la fin. Comme ça, vous aurez l'accès pour pouvoir télécharger la version Premium 3D de Sphère. Alors ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. Et je vous encourage vraiment d'aller télécharger. Comme ça, vous touchez l'outil, vous verrez toutes les possibilités que vous avez. Vous pouvez scénariser comme vous le souhaitez. On a fait vraiment un passage rapide. J'ai fait un passage rapide sur comment construire une expérience, mais sachez qu'en fait, il y a vraiment
de quoi faire. C'est juste votre imagination. Vous pouvez, avec les implications, comme je vous ai expliqué, vous pouvez changer non seulement les éléments à l'intérieur de la scène où vous êtes, vous pouvez modifier d'autres éléments dans d'autres scènes, en fait, à l'intérieur du projet. Du coup, il n'y a pas de limite. La limite, on dit, c'est juste notre imagination, en fait. Comment vous voulez scénariser votre expérience. Sinon, c'est au niveau de scénarisation, c'est un outil, bon, je dis ça, mais c'est vraiment puissant pour que vous réalisez ce que vous avez en tête. Du coup, je vous encourage vraiment à aller tester et voir vous-même, en fait, à quel niveau cet outil, ça peut être, vous être utile, en fait. Alors, autre chose, c'est qu'une fois que vous avez téléchargé, Non. si vous avez des questions, c'est notre équipe qui nous sommes à votre disposition pour toutes ces questions. Il y a un formulaire de demande, vous pouvez nous envoyer vos questions. Comme ça, nous, on est là pour vous répondre. En général, on répond dans les délais vraiment courts. Et puis, on a aussi notre base de connaissances avec tous les articles, tous les tutoriaux, et même on a un FAQ. Si vous avez des questions, des petites choses que vous ne savez pas comment faire par rapport à votre système d'ordinateur ou les casques, toutes sortes de questions, vous avez l'accès à cette base de connaissances et vous pouvez consulter. Et si vous ne retrouvez pas votre réponse, ben, n'hésitez pas de nous envoyer un mail, nous poser vos questions et nous, l'équipe support plus l'équipe développement, on travaille vraiment proche pour des questions même très fines au niveau de développement, on pourra vous répondre. Et autre chose, la dernière chose, c'est je vous montre aussi l'adresse web de notre site, c'est esphera.io. En rien qu'en saisissant cette adresse, vous tombez à la première page, vous allez voir, il y a le code promo dont je vous ai parlé. Vous pouvez accéder facilement et retrouver et télécharger Esphère. Et après, si vous avez des questions, peu importe quel type de questions, vous pouvez toujours contacter notre team, notre équipe Esphère. C'est team@esphera.io. Et puis, voilà, du coup, on est là pour vous répondre et vous satisfaire surtout pendant votre utilisation de Esphère. Et dernière chose, je laisserai la parole à Frédéric, c'est par rapport à l'équipe ERM. Tout à fait, voilà. Donc, voilà, avec SpeederNet, on a monté donc un partenariat. Voilà, on a monté un partenariat, voilà, justement pour la promotion et la commercialisation du logiciel SPHERE sur l'éducation. Hein, comme vous avez pu le voir au travers d'exemples, je pense que dans les formations que l'on couvre, technologiques, professionnelles, hein, que ce soit de l'électrotechnique, de la maintenance, du génie climatique, voilà, on peut vraiment faire de nombreuses expériences. Hein, et comme nous l'a dit Patrick, en fin de compte, voilà, à partir de modèles 3D, à partir de photos, de vidéos, comme l'a dit Oda, hein, on peut vraiment monter des choses vraiment super et qui, à mon avis, hein, sur des procédures de maintenance, sur de l'analyse fonctionnelle et structurelle du système, hein, sur des choses comme ça, peuvent vraiment vous aider. Donc, voilà, nos interlocuteurs commerciaux sont Hugo Juano, hein, pour la région. Les régions sont marquées, hein, mais c'est le Grand Est de France. Hein, Lionel Pénisson, c'est le Grand Ouest, comme je vous le disais, et Laurence Moulac, c'est toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'Occitanie, ainsi que la Provence, Alpes-Côte d'Azur et les Outre-mer. Voilà. Pour l'enseignement supérieur, n'hésitez pas, c'est Pascal Tarciello. Et pour les pays du Maghreb, les quelques pays africains, tout ça, voilà, vous avez également Patrick Mestre qui est à votre disposition. On avait une petite question, Oda. Oui. Alors, est-ce que, a priori, il y aurait un login et un mot de passe pour le téléchargement? Oui. Alors, il y a un login, un mot de passe. Le login, en fait, c'est l'adresse mail de la personne qui télécharge Esphère. Pour vous expliquer, en fait, la procédure, c'est que une fois que vous allez sur le site et que vous dites « Ok, je veux télécharger Esphère », il vous demande de remplir un formulaire avec votre nom, votre prénom, l'adresse mail et un numéro de téléphone. Une fois que vous remplissez ce formulaire, vous recevez un mail. Il faut valider juste votre adresse mail que vous avez saisie dans ce formulaire.
Et quand vous validez, à partir de là, votre compte est créé chez nous et vous pouvez vous connecter sur votre compte qui est sur le site. En fait, je vous enverrai le lien pour voir. C'est un login, en fait, c'est avec un lien qui vous permet de vous connecter à votre compte. Vous saisissez l'adresse mail en tant qu'identifiant et vous créez un mot de passe qui reste pour vous. Ce n'est pas nous qui vous donnons un mot de passe, c'est vous qui créez votre propre mot de passe. Et à partir de là, vous vous connectez à votre compte, vous téléchargez Sphere depuis votre compte. Une fois que vous avez téléchargé Sphere, c'est sur votre poste, parce que pour nous, la question de sécurité, c'est important. C'est pour ça que on a décidé que le logiciel, c'est quelque chose qui est installé sur le local, sur votre poste. Et une fois que vous avez téléchargé et installé Sphere, maintenant, il faut juste utiliser le même identifiant, ça veut dire votre adresse mail, avec le mot de passe que vous avez déjà créé pour accéder au site. Ces deux-là, vous le réutilisez pour vous connecter au logiciel. Comme ça, au niveau de sécurité, on est sûr, c'est vous toute seule qui avez accès à votre logiciel et vos projets, tout ça, s'il y a une question de confidentialité, ça reste pour vous et personne d'autre n'aura pas l'accès à vos projets. Voilà. Donc, ça, c'est la procédure pour télécharger, vous connecter au logiciel avec identifiant et mot de passe. Alors ensuite, on me pose une question. Le logiciel, il tourne sous Windows, sous macOS, sous quel… Oui. quel… Alors, oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. En fait, vous pouvez utiliser Sphere non seulement sur un système Windows, mais aussi sur un système Mac. Du coup, ça tombe bien. Je vais vous envoyer le lien pour la configuration des créations. Ça veut dire vérifier les configurations qu'on recommande pour utiliser Sphere sur ces environnements-là. Et puis, comme ça, même, je peux vous envoyer aussi un lien vers les configurations de visualisation. Comme ça, vous pouvez vérifier sur quels environnements. En général, il n'y a pas de limite, mais ce qui est très important, c'est que nous, le contenu, quand on exporte, c'est un contenu web, entre guillemets. Le dossier exporté qui sort de Sphere, en fait, vous verrez, il y a des fichiers HTML, fichiers JavaScript, tout ça. Et nous, notre équipe développement, en fait, ils sont en permanence en veille pour la mise à jour des navigateurs, la mise à jour des casques VR, tout ça. Du coup, à chaque fois quand il y a une mise à jour, derrière nous, on fait les tests, l'équipe dev, il fait son travail pour être sûr que les expériences qui sont déjà créées, ils sont fonctionnels toujours, ils restent toujours fonctionnels avec les navigateurs, la mise à jour des navigateurs. Voilà. Donc, du coup, oui, voilà, tout ça pour dire que sur Mac et Windows, voilà. non, mais c'est super, Oda. Non, c'est très bien, voilà. Donc, voilà, si tu peux envoyer le lien, là, tu peux le taper dans le chat, si tu veux. Oui, je vais continuer aussi pour envoyer les autres liens voilà, que j'ai dit. pour ça. Après, alors, je la pose telle qu'elle est, la question, et peut-être que Patrick pourra nous répondre. Quelles sont les différences essentielles entre Sphere et les logiciels de VR open source comme OpenSpace 3D? Alors, attends, Patrick. Attends, Patrick. Attends. Je vais couper. Voilà, c'est bon. Voilà. Non, ton micro est désactivé, Patrick. On t'entend pas, Patrick. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Ouais, super. Oui, j'avais pas vu que j'étais désactivé. Désolé. Oui, les principaux. Alors, je vais peut-être pas, parce qu'il existe un certain nombre de solutions aujourd'hui sur le marché. Ce que je vais peut-être mettre en avant davantage, c'est peut-être les particularités, les singularités de Sphere pour que ça puisse, par rapport à différents outils que vous pourriez connaître, arriver à le positionner. En fait, les points vraiment forts de l'outil aujourd'hui, c'est cet outil on a évoqué tout à l'heure, ce qui est le système d'implication. Au-delà de simples point of click sur lesquels on va avoir des points d'intérêt, on va aller beaucoup plus loin puisqu'en fait, on a des capacités à mettre un langage conditionnel dans le soft qui va permettre de pouvoir créer des éléments en fonction de la narration, de le scénario qu'on veut mettre en œuvre. C'est-à-dire, on va pouvoir dire, si il se passe cela,
alors il va arriver ceci. Donc, dans le cadre du moteur, ce champ-là permet à peu près de créer tous les types d'embranchements, tous les types de solutions en termes pédagogiques pour construire une ressource qui puisse être vraiment très scénarisée. Donc, c'est en ça qui va être assez différent d'outils simples en point and click qui vont faire parfois au départ une logique surtout de visite virtuelle avec des points d'intérêt sur lesquels on voit un petit feedback. Là, ça va rester dans un champ qui va être un champ de la visite virtuelle avec un certain nombre de retours. Là, l'idée de l'outil, c'est bien évidemment de faire ça parce qu'en fait, au début, on a souvent ce type de besoin-là pour commencer, mais très rapidement, nos clients mûrissent et ils commencent à faire des contenus beaucoup plus scénarisés sur lesquels ils vont travailler sur d'autres axes parce qu'en fait, si on veut faire de l'immersif et de l'immersive learning, il va se poser la question à un moment donné de pouvoir créer des embranchements scénaristiques, arriver à poser des questionnements et en fonction du questionnement, aller dans une direction ou une autre. Et d'ailleurs, cette question-là amène peut-être à une logique de roadmap aussi parce que c'est important de savoir où va l'outil. Par exemple, la version de septembre qui va arriver va intégrer un outil de quiz intégré qui va permettre de ramener une question directement au sein de Sphere. C'est-à-dire, au-delà de l'outil d'implication, on pouvait créer une question manuellement. Là, on va industrialiser, c'est-à-dire qu'on a une question type qui pourrait être faite directement et ramenée dans l'expérience. Dans la même logique, on aura des notions de variables, ce qui est un point fort de l'outil. Une variable, ça va être une zone dans laquelle on va pouvoir stocker une information, ce qui va permettre de jouer sur de la gamification, des approches de conserver un résultat, agrémenter quelque chose pour avoir un résultat qui augmente au fur et à mesure. Donc finalement, on voit bien que là aussi, le scénario va se gamifier davantage. Donc c'est une direction plutôt scénaristique et plus engagée dans le cadre justement de toujours faire que l'apprenant soit volontaire et attiré par ce qu'il est en train de faire. Et puis enfin, il y a un troisième axe qui va être aussi la prise en main simplifiée à travers un assistant qui va permettre de créer des ressources directement en étant guidé en fonction de la ressource qui doit être faite. C'est-à-dire qu'en fait, on a un assistant, un accompagnement qui va se faire à la création au départ pour les publics qui vont démarrer, pour que ce soit encore un peu plus simple. Ça, c'est la roadmap très court terme. À plus long terme, on travaille sur des logiques de multi-utilisateurs dans l'expérience, c'est-à-dire comment faire pour qu'on puisse avoir, pourquoi pas, directement le formateur et les apprenants dans la même expérience et qu'ils puissent être éventuellement coachés, accompagnés. Et puis, je l'évoquais au tout début, c'est l'haptique. Donc, je ne sais pas si l'haptique parle à tout le monde, mais en résumé, c'est la capacité dans un moteur de pouvoir prendre un objet et de le déplacer physiquement. Ça ouvre beaucoup de champs, ça, sur des opérations de gamification, des accroches aussi d'immersion, parce que on va être avec les objets en 3D, et donc on va ressentir le fait d'être vraiment en immersion, puisque finalement, et on l'a évoqué au départ, le cœur même de la solution, c'est d'arriver à apporter des choses qui vont amener une immersion assez profonde, possible en tout cas, lorsqu'on veut aller un peu plus loin. Et donc, dans cette logique-là, bien évidemment, de happer, d'intéresser davantage les apprenants, puisque c'est nos fondamentaux dans nos métiers. Voilà, j'espère que ça répond à la question, même si ce n'est pas directement lié à l'outil, mais globalement, c'est la partie 3D, c'est la scénarisation et c'est la capacité à aller véritablement vers des objets web ou déconnectés également, puisqu'on pourrait le faire en off également, en offline. Voilà, c'est pas cool, à mon avis, ça répond. Hein, je pense, je réponds à la place de la personne qui a posé la question, mais je pense que ça répond complètement à la question. Il y a une autre question, peut-être que je vais que je vais y répondre d'ailleurs. Quelle relation avez-vous avec l'éducation nationale? Alors, si vous voulez, RM Automatisme, ça fait 30 ans qu'on accompagne les formations on accompagne les formations professionnelles et technologiques sur les lycées, l'enseignement supérieur, tout ça. Et donc, en fin de compte, voilà, on s'est rapproché, on a connu la solution, on a connu la Spidernet, on s'est rapproché et on s'est dit, voilà, pourquoi pas, ensemble, proposer une offre éducation. Je sais qu'aujourd'hui, dans beaucoup de référentiels qui sont écrits sur la filière professionnelle, du bac pro ou du BTS, que ce soit dans les programmes de technologie. On parle de plus en plus justement de situations un petit peu immersives, et le but de créer ces expériences très très facilement, on fait que voilà, on s'est rapproché un petit peu naturellement justement pour vous aider à acquérir ce logiciel. Alors,
je parle d'acquérir parce que également une chose importante dans les relations que l'on a avec l'éducation nationale, c'est que vous avez une offre spécifique éducation nationale. Hein, c'est-à-dire qu'on a monté ensemble avec Spidernet une offre éducation qui vous permet d'avoir à peu près 50% de remise par rapport au prix industriel, sachant que le prix industriel, si en fonction, on a une petite option, importer des vidéos, pas des vidéos 3D, etc. Là, pour l'éducation, vous avez une version full, voilà, pour 1290 € hors taxe pour un an, après il faut prendre 2 ans, sachant que, comme disait Patrick et Oda, une fois que vous avez créé votre expérience, vous n'avez plus... cette expérience est diffusable à un grand nombre d'utilisateurs et sans limite de temps. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Vous n'êtes pas, on va dire, coincé après ou quoi que ce soit. Après, si vous voulez faire des modifs, des choses comme ça, effectivement, mais là, on peut vous conseiller, Hugo, Lionel et Laurence, qui sont parmi nous, peuvent vous conseiller aussi pour, pourquoi pas, des solutions directes à 2 ans, 3 ans, à 3 ans également. On t'entend pas, Patrick? Donc, Frédéric, voilà. peut-être pour compléter ça, Oui. parce que ça évoquait l'éducation, nous-mêmes, on est cofondateurs d'EdTech Lyon, qui est un réseau de start-up et qui intègre aussi le monde éducation de la région Rhône-Alpes. Donc, on est fondateurs parce que, bien évidemment, on s'intéresse à ces sujets-là. On a des contacts avec l'éducation à travers Poitiers aussi, puisque l'outil est dans des logiques de test également. L'outil est présent aujourd'hui dans un certain nombre d'universités. Il y a également des présences qui sont faites au niveau de différentes approches techniques, au niveau de lycées techniques, etc., sur lesquels il y a des tests qui sont menés. Donc, en fait, on a aujourd'hui un certain nombre d'approches directes avec des établissements et on travaille un peu plus largement désormais dans une logique un peu plus de massification à travers des champs d'expérimentation un peu plus profonds, en fait. Voilà où on en est aussi sur cette partie-là, avec RM. Super. Merci, Patrick, pour Passe la main. avoir complété. Il y a une autre question qui est: quelle est la configuration minimale pour les PC? Alors, est-ce qu'il y a une configuration minimale? Pareil, si c'est Oda ou Patrick qui répond, voilà, réactivez votre micro. Oui. OK. Alors, par rapport à la configuration, c'est qu'en fait, sur Windows, vous pouvez utiliser sur Windows 7 ou Windows 10. Et le système de OS, ça doit être un 64 bits. Et processeur, c'est Intel Core i5 ou quelque chose d'équivalent. Et au niveau des mémoires, c'est 8 Go de mémoire de RAM minimum et la carte graphique. Après, je vous ai donné toutes ces informations dans le lien dans le chat. J'ai mis configuration de création. Vous avez toutes ces informations-là pour, si je dis une partie pour Windows, j'explique une partie pour Mac aussi. C'est son système, ça sera une OS X High Sierra ou quelque chose supérieur de ça. Le minimum, c'est OS X High Sierra. Et puis, pareil pour le processeur, ça sera Intel Core i5 ou quelque chose d'équivalent. Et pareil, 5 Go RAM minimum. Et après, la carte graphique, vraiment, ça dépend. Mais on a mis en fait les cartes graphiques soit pour Windows, soit pour Mac. On a mis les AMD ou NVIDIA GeForce. Tout est listé dans l'article que je partage avec vous. Et puis, ça, c'est comment dire, des configurations qu'on est sûr, à partir de cette configuration, ça va marcher. On avait des cas qui ont eu des configurations moins performantes que ça marchait, mais nous, on conseille de partir sur cette base-là pour être sûr qu'il n'y a pas de ralentissement lors de l'utilisation de logiciels sur les ordinateurs quand ils créent leur expérience. Donc, voilà, ça c'est voilà, les configurations recommandées pour l'utilisation de Sphere. Il y a une logique simplement à prendre en compte, c'est qu'il y a des prérequis pour la conception, c'est-à-dire le créateur de la ressource,
et puis des prérequis de visualisation, c'est-à-dire pour la personne qui va voir l'expérience qui a été créée. Donc, vous avez les 2 axes, en fait. Ça vous permet de voir qu'est-ce qu'il faut à minima, euh, ce que disait Oda sur le fait de pouvoir créer, et à minima pour pouvoir voir une expérience. Et pour le coup, on a pris bien sûr un tout petit peu de marge pour être sûr d'avoir une tranquillité d'esprit là-dessus. Si vous avez plus petit, il faut faire l'essai sur si ça passe bien, ça veut dire que ça peut quand même passer, mais bien évidemment, pour des questions de bons conseils, on va mettre la ressource sur laquelle nous, on est sûr qu'il n'y a aucun problème en fait. Hein. Super. Donc voilà, n'hésitez pas donc, pour la configuration minimale du PC. Hein, dans le chat hein, que vous avez conversé, Oda vous a mis les liens, les différents liens permettant d'accéder à cette configuration minimale. Une autre question, alors sur le prix du hardware, aujourd'hui un PC en i5 avec une bonne carte graphique, je ne sais pas ce que ça peut coûter, mais à mon avis, on les trouve dans les 1500 €, je ne sais pas. Non, on t'entend pas, Patrick. Maximum, Voilà. grand Voilà. maximum, je pense Frédéric, hein, c'est-à-dire qu'en fait, Voilà. aujourd'hui, on va trouver des postes, oui, à partir de 800 € hors taxe, on va Voilà. avoir des postes qui ont des configurations déjà, voire même supérieures au minima qu'on a mis, hein, souvent sur des postes neufs. Hein. Alors oui, alors par contre, alors le prix du hardware, excusez-moi, je crois que j'étais atterri sur le hardware PC, mais en fait, en termes de De périphérique. compatibilité de périphériques sur les casques, lunettes, etc. On a une liste un petit peu des périphériques, pareil. Alors, c'est très, très, très large parce que des périphériques, il y en a de plus en plus. Nous, on travaille beaucoup aujourd'hui, alors avec, bien évidemment, il y a un acteur du marché qui diffuse très largement, c'est Oculus. Donc, ils ont eu une grosse réussite avec le Go, qui a été vraiment le premier casque qui a été vraiment très, très déployé. Il n'est pas extrêmement puissant. Je pense qu'il arrive en fin de vie avec le Quest qui maintenant devient un peu plus important en termes de nombre de casques vendus. Le Quest, c'est une solution qui est de l'ordre de 400 € à peu près. Hein, il faut se baser là-dessus, en gros. Voilà, il y a des casques. Alors, quand on met certains accessoires, etc., parfois, ou un peu plus de mecs, ça va monter un tout petit peu plus haut, mais 400, c'est à minima, c'est à peu près le prix qu'il faut imaginer. Derrière, on a des casques plus lourds qui ont baissé aussi en prix. On parlait mais là, il faut avoir une possibilité de mettre des capteurs et des salles qui vont être un peu dédiées ou en tout cas utilisées en partie pour ça. Donc là, en l'occurrence, il s'agit des Oculus Rift et des HTC Vive, par exemple. Ça peut être intéressant dans des cadres de lab, etc. Quand on parlait de certains axes, il y a des labs aujourd'hui d'université qui ont mis ce type de casque lourd aussi parce qu'ils sont aussi faciles à maintenir entre guillemets, les postes disparaissent pas, etc. Donc il y a certaines facilités. Par contre, quand on part sur du casque aujourd'hui, alors il y a du Pico qui est un casque chinois qui se fait aussi en mode aujourd'hui marque blanche, et c'est un outil assez intéressant parce qu'il s'inscrit beaucoup ce casque-là dans des DSI, dans des SI d'entreprise, et il assure aussi pas mal de choses en termes de déploiement facilité, c'est-à-dire que c'est plus un casque autonome qu'on rajoute, c'est un casque qui s'inscrit dans une logique globale, et ça, c'est des casques qui sont plutôt autour de 500-600 € quoi, à peu près. Voilà, on va dire que le Go, c'est quelque chose qui est autour de 200 € en entrée pour du simili B2C et un peu B2B parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'avaient acheté. Et puis après, ça monte jusqu'à à peu près 600 et on peut aller plus loin si on va sur des casques plus lourds. D'accord. Super, Patrick, pour cette réponse. Alors, sachez qu'également, là, j'ai une question de package URL. Je vais répondre en deux fois. Alors, sachez, pour la première réponse, qu'effectivement, pour ceux d'entre vous qui sont déjà équipés hein, de nos solutions, hein, avec le PC plus le casque HTC Vive, hein, vous êtes déjà complètement compatible hein, pour créer ces expériences. Donc là-dessus, au niveau matériel, hein, vous pouvez y aller. Hein, les PC que l'on a fournis, même si ça fait déjà bien 2 ans, 3 ans, enfin voilà, ça, c'est des PC un peu. C'était des PC de gamers, hein, donc au top, hein, et à mon avis, ça continue à tourner. Alors, peut-être pas pendant 10 ans, hein, vous savez.
la loi sur les PC. Hein, mais voilà. Après, une autre question, Patrick. Est-ce que on est compatible avec un Cave? Alors non, on ne va pas être compatible avec un Cave existant parce qu'en fait, on va être sur des technologies et des déploiements différents en fait. Donc non, il y a pas de compatibilité avec un Cave directement. Non, non, ça c'est. Il y a sûrement des tests à faire, etc. en fonction d'eux, mais je vous avoue qu'on n'a pas creusé beaucoup ces sujets-là parce qu'en Cave, on est souvent sur du sur-mesure avec des technos dédiés au Cave, avec des particularités par rapport à des périphériques aujourd'hui de diffusion qui sont très orientés aujourd'hui web et déploiement large, là où un Cave est plutôt centré sur une salle, une organisation plus lourde en fait. Voilà. Donc j'espère que ça répond à la question sur la question était, hein, et le package ERM avec les cabines. C'est pour ça que je vous ai parlé en premier temps de notre solution sur le café HTC Vive et les équipements que vous avez dans le lycée. Hein, et alors après, voilà, pourquoi pas. J'ai étendu la question à Patrick, merci pour sa réponse. Sur les cabines, donc, à mon avis, du cave. Une nouvelle question qui est dans le chat. Alors, le format d'export, on l'a vu tout à l'heure, GTLF, non? On ne t'entend pas, Patrick? Patrick, Oui, voilà. GLTF. Ah, Vous m'entendez? Oui, alors c'est le oui, GLTF. C'est voilà. c'est quelque chose qui aujourd'hui est très présent. C'est un ensemble de c'est Mozilla, c'est d'autres gros du marché qui se sont mis ensemble pour fédérer en fait une norme commune. Donc des gens comme SolidWorks l'ont déjà complètement abordé puisque tous leurs exports se font aussi sous cette technologie-là. Il a une particularité, c'est qu'il permet, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'exporteurs dans ce domaine-là et ce qui permet de plus rester dans un mode un peu propriétaire en fonction des softs, etc. parce qu'on trouve toujours un flux qui va permettre de passer via le GLTF et surtout c'est un format qui est très très adapté à de l'optimisation pour de la diffusion. Donc c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du JPEG, de la 3D. C'est parce qu'en fait c'est effectivement quelque chose qui est apparu il y a quelques années, alors ça date un petit peu maintenant, mais le temps que les éditeurs prennent en compte ce format-là, par contre là ça s'accélère très fortement parce qu'à peu près de nombreux éditeurs rejoignent ce format-là et puis la communauté est en train d'évoluer fortement. Donc, Alors, donc voilà, ce format est assez, enfin je pense qu'il est à suivre vraiment de très très près pour les gens qui font de la 3D aujourd'hui. alors, voilà, pour la question plus précise, parce qu'après on me parlait d'une version SolidWorks 2015, alors ça je ne sais pas, c'est vraiment vous testiez avec votre SolidWorks que vous avez, ou alors n'hésitez pas à voir avec Jean-Luc Cotin. Hein, Ouais. Je crois que c'est plus dans l'exportateur GLTF, si je peux juste apporter peut-être une information, est oui, assez vas-y, récent, vas-y. c'est-à-dire qu'il date à peu Voilà. près d'un an et demi en fait. Voilà. SolidWorks a travaillé assez longuement sur le GLTF. On a été l'un des acteurs principaux de la collaboration avec eux aux États-Unis. Et en fait, on a commencé ce travail ensemble il y a 2 ans sur un partenariat et c'est sorti dans le SolidWorks de l'année dernière en fait, un peu avant le SolidWorks World qui a eu lieu aux États-Unis. Donc ça, à peu près, c'est il y a un an. Donc je ne suis pas sûr que vous ayez accès à l'exportateur via le SolidWorks 2015 aujourd'hui. À vérifier, mais je ne crois pas. Hein. Voilà. Bon, après, sachez que il me semble que Jean-Luc Cotin lui fait des super offres pour l'éducation sur SolidWorks. Il est très largement équipé, donc c'est peut-être l'occasion de faire une petite mise à jour. Voilà, il nous dit, OK, je vais solliciter mon chef. Oui, vous pouvez solliciter votre chef, et vous dites surtout qu'il faut mettre le logiciel CER avec. Si je puisse me permettre. Eh bien, écoutez, on a plus trop de. On a épuisé un petit peu les questions-réponses. J'espère, en tous les cas, merci Oda, merci Patrick pour cette présentation qui nous a vraiment éclairé sur le logiciel et ce qu'on peut en faire. Il me semble également que sur votre chaîne YouTube, vous avez déjà des petits tutoriaux qui montrent quelques vidéos, voilà, qui montrent quelques vidéos d'utilisation, choses comme ça. Vous l'avez également sur le site de RM Automatisme. Donc, dans notre partie
numérique, de notre partie numérique, grande partie numérique d'ailleurs, hein, vous retrouverez également le logiciel avec également les liens vidéo justement sur la chaîne YouTube de SpiderNet. Voilà. N'hésitez pas à toutes vos questions, enfin les autres questions après qui pourraient venir par ailleurs. Hein, vous avez Laurence voilà, qui est ici, hein, qui sera un plaisir de vous répondre, comme Hugo et Lionel hein, également, qui seront un plaisir de vous apporter des informations complémentaires, en plus de tout le team, hein, on a bien entendu, en plus de tout le team de Spidernet, hein, où vous avez les liens hein, sur toutes les questions un petit peu techniques, voilà, toutes les questions techniques, commerciales, etc., hein, se feront un plaisir de vous répondre. Voilà. Donc, bah, écoutez, on vous remercie. Merci beaucoup, Oda et Patrick. Donc, cette vidéo sera mise de rien, c'est avec grand plaisir. Hein, et cette vidéo donc, sera mise en ligne sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner aussi à celle de Spidernet. Hein, ça fait toujours plaisir quand on a des abonnés. Et donc, vous serez prévenus par une petite notification de la mise en ligne de cet ensemble. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Ah, attendez, une petite question. Ah, merci, voilà. Merci pour cette présentation. Bonne journée. Il y a plein de questions. On vous remercie parce que faire aussi cette présentation, c'est être avec vous, hein, avec des participants. Hein, et ça nous fait très plaisir d'avoir réuni à peu près une 50aine de personnes ce matin. Voilà. Allez, je vais arrêter l'enregistrement. Je vous souhaite une belle journée. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute information complémentaire. Voilà. Belle journée à tous et merci infiniment. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.